On est le dernier week-end de novembre et aujourd'hui, je vois les petits messages, c'est le salon du livre de Montréal. Et il y a exactement 15 ans, eh bien, moi j'y étais, au salon du livre de Montréal. Et pourtant, je suis pas un as des salons du livre. Mais c'est peut-être bien de ça dont il est question aussi. Alors il s'est passé quoi ? Ce qui venait d'être convenu dans les mois précédents, c'est que, avec ma compagne et notre plus jeune fille, les autres étaient sur leur route d'études, et tout ça, on irait passer un an à Québec. Et c'est pas rien de dire, il y a comme une idée de rêve, comme une idée de très vieille histoire, et puis il y a ce rapport à l'Amérique, ça se refuse pas. Et puis, c'était 2008. Bon, ça faisait déjà 10 ans de site web, ça faisait 4 ou 5 ans qu'on était déjà passé là, sur le web 2.0 avec les blogs, mais simplement, il n'y avait pas encore les liseuses, il n'y avait pas encore les iPads, on avait des téléphones qui pouvaient se connecter, mais alors, oh là là, c'était bien laborieux, on s'en servait pas pour faire des photos ou quoi que ce soit. Mais il y avait ça là qui était latent, et puis les Québécois, ils étaient en avance. C'est par les copains du numérique au Québec qu'est venue cette proposition. Alors ça devait être de juillet 2009 à juin 2010. C'est une année qui a énormément compté. Et donc, en amont, il fallait bien savoir un petit peu. Donc là, c'est 2 jours à Montréal pour le salon du livre. C'était pour rencontrer là, tous ces amis ou connaissances justement par le web, mais avec qui on allait construire cette année, puisqu'il y aurait des cours de création littéraire à Québec. C'était pas rien, puisque en France, la création littéraire, encore plus à l'époque, c'était assez mal vu. Et alors que dans les facs Québec, il y a des départements, c'était classique déjà. Et puis, même si on habiterait à Québec, eh bien, une journée par semaine, je viendrais à Montréal, à l'UDEM. Donc, pour moi, c'était chargé, là, cette première découverte d'une ville qui n'est pas n'importe quelle ville, qui est une ville puissante, grise, où tout ça renforcé par le froid. Alors, salon du livre, ce qu'on découvre, c'était dans un sous-sol. 5e étage, 6e étage, là, dans le fond de la terre. Mais Montréal, ce fond de la terre, il y a des tunnels, tu peux passer d'un bloc à l'autre, d'un quartier à l'autre, sans revenir au sol. Ça fait partie de la fascination de Montréal. Et puis, tu prenais l'ascenseur et on était logé au Hilton. Ouh là là, Hilton, tu te rends compte? Ouais, mais bon, c'est des chaînes, et puis c'est une industrie. C'est-à-dire que tous les auteurs invités au Salon du Livre, hop là, on les propulsait au Hilton. Alors, c'était 15e, 16e étage, peut-être plus, il faudrait que je regarde là un peu mieux dans le livre. Et tu voyais une grande tour. Et Montréal, il n'y a que ça, près de la gare centrale, ces énormes bâtiments. Moi, je n'ai jamais dormi dans un gratte-ciel. Tout en haut, et tout en haut en plus, il y avait une piscine. Oh, on l'a même essayé. Tu es à l'air libre, et puis tu aperçois tout ça, puis la ville, et les limites de la ville, et puis ce qui continue, dont tu sais bien que ça va jusqu'au cercle arctique, même si tu ne penses pas à ça. Oh là là, c'est dans l'eau chaude, ça fume. Je ne sais pas s'ils ont toujours gardé ces étrangetés-là. Et simplement, ce qu'on n'avait pas compris, c'est que le Hilton occupait juste, disons, les 3 ou les 4 étages en haut du gratte-ciel. Tu avais un ascenseur réservé, invité salon du livre, tu montais, tu sortais, mais en gros, tu n'avais pas vraiment conscience de ces questions de hauteur. Sauf que, ce soir-là, à 1h50, et ça je m'en souviens précisément parce que c'est marqué dans ce livre, mais j'avais un appareil photo et toute la nuit j'ai pris et j'ai documenté en photo. Alerte incendie. Mais puis message en boucle. Évacuation. Ah ouais, mais là, tu évacues pas par les ascenseurs si c'est alerte incendie. Donc ça avait été escalier de service. Enfin bon, ça descend. Pas trop difficile. Mais là, on se retrouve 20 novembre, dehors.
avec tous ces camions de pompiers, tous ces gyrophares, toutes ces sirènes, toujours les signaux d'alerte, les types là, qui vous poussent, qui vous qui vous parquent comme ils peuvent. Et puis, t'es parti comme ça, les mains vides. Oh là là, moi je crois que j'avais quand même qu'appelé mon petit sac bandoulière avec mon ordinateur, et puis j'avais mon appareil photo. Mais quand même, t'as que dalle, quoi. C'est à peine si t'as un manteau. Et puis, nos petits manteaux français, quand t'es le 20 novembre à Montréal, il n'y avait pas encore de neige. Mais tu comprends ce que c'est l'hiver et le vent. Et là, 1 heure, 2 heures. Puis finalement, alors dans ce moment de nuit, là, on nous informe, parce qu'on devait être bien 150, 200, je sais pas, qu'on pouvait aller, on allait nous mettre à l'abri. Hop là, on suit, on contourne le quartier, autre immeuble, autre dédale, et on se retrouve où? Dans une patinoire. Bon, d'accord, on n'était plus dehors, mais les patinoires, ça se chauffe pas. Donc voilà, dans les stalles autour, là, tu regardais la patinoire vide, et puis on continuait comme ça. Alors après, moi, j'ai commencé de marcher. De toute façon, marcher, c'était le meilleur moyen. Un, de pas s'endormir. Deux, de quand même se réchauffer un peu. Et il y avait un bistrot. Et justement, on voulait aussi une boisson chaude. Ça s'appelle le Tim Hortons. Alors Tim Hortons, c'est une chaîne. Alors Tim Hortons, j'ai appris après, c'est un type qui était un ancien champion là de hockey ou machin comme ça. Mais enfin, c'est une grosse chaîne de bouffe vite, quoi. T'en as partout. J'ai toujours une petite nostalgie pour les Tim Hortons depuis, sauf que c'est vraiment, disons, le bas de gamme. Et puis là, dans ce Tim Hortons, il y en avait déjà plusieurs qui avaient monopolisé les tables et tout ça. Bon, je peux avoir 2 gros gobelets là, chauds. Et pareil, en marchant, la gare centrale. C'est-à-dire là aussi, il y en a, ils n'avaient pas attendu la patinoire, donc ils s'étaient réfugiés là, dans tous ces passages souterrains de la gare. Alors par exemple, là, je vais vous mettre le lien juste à la fin de la vidéo, quand moi j'aurai fini de parler. C'est Jean-Paul Hirsch. Alors Jean-Paul Hirsch, il est toujours en fonction. C'était l'adjoint de Paul Tchaikovsky-Laurence. Il est toujours maintenant l'adjoint de Frédéric Boyer. Mais c'est lui qui a créé cette chaîne YouTube incroyable. Il y a au moins 800 vidéos d'auteurs de POL qui, à chaque sortie, lisent leurs livres. Et Jean-Paul, lui, il faisait ses petites vidéos. L'après-midi, on s'était vu, il y avait Daniel Pénac, il y avait Martin Winkler, justement. Jean-Paul Hirsch, c'était super sympa, super tranquille. Et puis, lui, il accompagnait ici, à Montréal, Attic Raimi. Alors, Attic, il venait d'avoir le prix Goncourt. C'était pas rien. Et là, il était dans cette vidéo de Jean-Paul. On les voit tous les deux, le Attic, là, assis le cul par terre, là, dans les couloirs, les souterrains de la gare. Puis finalement, tu finis par t'endormir. Et la vidéo de Jean-Paul, c'est ça qui est bien en plus, c'est qu'on entend tous les messages d'alerte, on voit toutes les lumières et tout ça, c'est un témoignage. Moi, j'ai des photos, mais j'avais pas cette capacité-là à l'époque. Voilà, à 5h50, on vient nous rechercher à la patinoire et on nous dit que c'est bon, c'est fini, ils ont éteint là l'endroit où il y avait eu un départ de feu, était réel, et puis qu'on peut revenir dans la chambre. C'est sûr qu'après, de 6h à 8h, tu auras dormi 2h, 3h dans la nuit. Mais remonter les étages, ça c'était dur. Voilà, c'est tout. Tu fais un livre avec ça? Je ne l'ai pas prévu. Je ne sais pas quand l'idée m'est venue, mais c'était juste après. C'est-à-dire, ce qui m'a frappé ensuite, je crois que c'est pas l'histoire de cette alerte incendie, le fait de découvrir une ville avec le cul par terre dans les souterrains de la gare, par une nuit blanche qui caille, quand tu te retrouves là, dans une situation quasi sans domicile fixe, là, ou bien ce côté totalement surréel d'héberger dans cette immense patinoire avec la piste vide et puis le froid, et puis tout autour, tu voyais cette ville géante, ces gratte-ciel. C'était simplement cette inversion du monde, c'est-à-dire dans ces villes comme dans les nôtres aujourd'hui. Est-ce que le livre a disparu? Tu peux pas dire ça. Il y a les librairies, il y a les bibliothèques, les relais, les kiosques de gare, mais va dans le métro, qu'est-ce qu'ils ont à la main? Ils ont à la main ça, les petits machins, là. C'est pas le statut du livre s'est inversé. Puis quand tu rentres dans une librairie, qu'est-ce que tu vois?
tu vois les mangas, tu vois les livres feel good, tu vois les livres romance jeune adulte. Et puis toi, tu peux toujours chercher. Et puis, il y a tout ce qui menace derrière. Justement, la vente en ligne, à l'époque, ça commençait à peine, mais on n'avait pas encore les appareils à lire numérique. Mais on savait déjà, par exemple même sur les petits trucs, là, les petits trucs à fonction d'agenda, qu'un PDF, tu pouvais l'emmener avec toi. Là, les liseuses, ouais, moi j'en avais déjà une, mais... et encore, ouais, j'avais déjà une liseuse depuis le mois de juillet précédent. Une petite Sony, je l'ai toujours, achetée à New York. Mais on était encore à peine quelques-uns. C'était vraiment là des objets de laboratoire, très frustes. J'ai acheté ma deuxième liseuse, encore une Sony, mais un peu plus confortable. On pouvait même annoter dessus. Justement, arrivé à Québec. Et puis à la fin de l'année Québec, en avril 2010, il y aurait l'apparition de l'iPad. Et tout d'un coup, là, c'est à la fois indépendant du livre, mais c'est juste pour vous dire le contexte. C'est-à-dire, dans ces 4e, 5e sous-sols, il y avait ces empilements de littérature, là. Une fois par an, on empilait dans ces gigantesques cavernes souterraines tout ce qui pouvait se vendre comme livre, et ces paroles d'auteurs contingentées, table ronde, et puis au-dessus, ah ben, t'es auteur invité, t'es bien logé, t'es bien nourri, t'es mis au Hilton, puis tout d'un coup, vroom, il suffit de ça, et ça se renverse. Et je crois que ce que je portais aussi, justement, c'est toutes ces discussions, mais ces discussions aussi, en tant que nous, le goût, et c'est toujours, je pense que ça, on n'en est pas sorti, le goût que je peux avoir de se dire, il y a cette mutation, on sait que cette mutation est si importante, qu'elle est à l'égal, je le savais déjà, puis avec les amis québécois, là, on le partageait, cette conviction. On avait affaire à une... ça datait même, je pense, premier colloque à Beaubourg avec Roger Chartier, où j'étais invité, c'était 2001, donc on savait qu'on entrait dans une mutation qui était de la même importance que le passage de la tablette au rouleau, ou les mutations internes de la tablette, ça je travaillerai ça plus tard, ou le passage du rouleau au codex, ou le passage du codex à l'imprimerie, ce nombre très restreint de mutations du livre, là on arrivait. Et dans ces salons, il y a toujours une masse de discussions, et ces discussions, pour moi, tout d'un coup, elles portaient leur résolution. C'est-à-dire, les discussions, elles venaient d'ailleurs, loin, mais tout d'un coup, elles étaient comme renversées, comme nous autres, là, chassées du Hilton, séparées même des cavernes aux livres, et puis jetées, là, dans les couloirs de la gare ou cette patinoire. Et c'est comme ça que le livre a commencé de s'écrire. C'est-à-dire, il a commencé de s'écrire sans trop chercher, en disant c'est 1h50, 5h50, c'est 4 heures. Ces 4 heures, je vais les raconter rétrospectivement, minute par minute, détail par détail, vision par vision. Et il s'est passé autre chose, c'est que tout de suite, l'idée que le livre, pas des choses ça vaut pour le Ulysses de Joyce et bien d'autres, c'était un livre qui était fait pour être lu en temps réel. C'est-à-dire, si tu commences le livre, c'est-à-dire tu mets ton réveil, tu commences le livre à 1h50 dans la nuit, bon, je te le souhaite pas quand même, tu peux tricher, eh bien à 5h50, tu remontes les escaliers, et moi j'ai fini de te raconter les 4 heures, et toi, tu as fini de lire le livre. Est-ce que j'avais beaucoup parlé? Bah oui, on était deux, là on vivait en direct, et puis les connaissances là que tu retrouvais, tu échangeais, Jean-Paul Hirsch et Atik Raimi par exemple, bien sûr, on s'est croisés, on échangeait, mais quand j'ai commencé d'écrire ça, ce qui m'est venu, c'est des personnages, par exemple... Michel Chailloux, dont j'ai reparlé cet été. Michel avait ce gros défaut de ne savoir parler que de lui. En même temps, quand il parlait que de lui, il parlait de toute l'histoire de la littérature. Donc c'était indémêlable et fascinant. Il y avait, moi, quand tu arrives au Québec, que tu surplombes en avion, il y a une île qui est pour moi très mystérieuse,
Anticosti, les livres de voyage d'Olivier Rollin ou de Jean Rollin, deux frères, mais avec des œuvres très très différentes. Chacun des deux a basé l'ensemble de son œuvre sur des expériences, soit de voyage, soit de protocole. Jean Rollin, faire le tour de Paris en contournant le périph' pendant 2 mois ou 4 mois, ça s'appelle zone, et tu n'as jamais le droit de rentrer une seule fois à ta piole, là, qui est pourtant à 3 stations de métro. Eh bien, là, dans la nuit, les 2 frères Rollin sont là, et on parle tous les 3, au Tim Hortons. Et c'est venu comme ça, petit à petit, parce que c'était presque rien, parce que c'était vide, parce que c'était la nuit, parce que c'était le froid, parce que cette ville, je la connaissais pas. C'est devenu une sorte aussi de discussion sur le livre, pas avant l'écroulement, ça s'écroule pas, mais dans l'annonce, dans les premiers coups de choc de ce qui nous apparaissait déjà comme mutation par ou à cause du numérique. Alors, est-ce que ça suffit pour que j'en parle aujourd'hui? Ce livre, quand il est sorti, c'était donc chez Albin Michel, on avait sorti le Bob Dylan, par exemple, Led Zeppelin, et donc je travaillais avec Olivier Bétourné. Il s'est passé que Olivier a été débarqué par Albin. Bon, ensuite il a bien rebondi, il a pris la direction du Seuil, et puis moi je l'ai suivi au Seuil, autobiographie des objets. Et justement, après le livre. Et après le livre, pour moi, c'est le versant complémentaire. Oui, à ce moment-là, on savait vers quoi. Mais là, à ce moment-là, c'était juste faire l'inventaire de qu'est-ce qu'on faisait là. Et avec quel statut. Et quelle histoire. Et qu'est-ce que ça veut dire. Y compris cette espèce d'île dans un continent devenu anglophone. J'avais une autre aventure en cours pour le Québec. Et là, c'était pas le Québec, on m'avait invité, c'était indépendant, mais comme dans la discussion, les 2 choses se sont greffées. C'était en mars, donc juste à peine quelques semaines plus tard, on m'a invité alors pour des conférences. Je me rappelle à Moncton, par exemple, là encore plus, une tour, ces étendues, c'est un institut français, c'était plutôt justement ces alliances françaises, institut français. Lire Rabelais, là, dans ces endroits même où, a priori, Rabelais avait eu lien par les textes de Jacques Cartier. Mais c'est des expériences profondes. Et donc, découvrir le Canada, des lieux francophones, mais dans le Canada non Québec. Et ça aussi, c'était des découvertes aussi. Comment le Québec est une île par rapport même à ce réseau francophone en dehors de son territoire. Alors, je me suis retrouvé à Halifax. Halifax, c'est une ville où là, je crois que j'étais resté 3 jours. C'est important aussi. C'est là où j'avais acheté justement une petite caméra pour faire du film. Donc tu vois, il y a plein de choses qui se greffaient comme ça. Et ce voyage qui avait duré une dizaine de jours, parce qu'il y avait aussi eu Ottawa de l'autre côté, donc pas mal d'avions, des petits sauts de puce en avion à hélice, justement d'Halifax, et toute la presqu'île là, qui revient là, juste en face le Maine. C'est des paysages complètement fascinants, des accueils formidables aussi. Et même si d'autres fois... tu te retrouves envoyé dans un lieu où, bon, c'est bien parce que il fallait qu'on t'envoie là pour avoir le droit là de t'accueillir. Ben, on rajoutait 2 villes, et puis ces 2 villes là, par contre, tu débarquais un petit peu en parachute 2 heures avant. On te raconte, on t'explique. Bon, il y a 25 personnes, c'est toujours une chouette rencontre. On se retrouve ensuite à manger un hamburger et puis au revoir l'hôtel. Puis le lendemain, mais tout ça était donc j'avais quand même des heures. Et je crois que c'est plutôt dans ces 10 jours de voyage, là, à cause des avions, des attentes, ces nuits dans les hôtels, tout me renvoyait à Montréal, et tout me renvoyait à ces 4 heures, et tout me renvoyait à... Là, tu as 10 jours, est-ce qu'en 10 jours, là, tu peux écrire ce livre qui raconte 4 heures, avec tous ces charges, ces enjeux, et qui demandera 4 heures pour être lu comme en temps réel. Et je me souviens que dans ces 10 jours de voyage,
en continu, petit ordinateur, plat, 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 et c'est l'incendie du Hilton. Le titre était là, tout de suite, qui est venu. Et ça s'appelle roman, parce que même si c'est les frères Rollin, même si c'est Xavier Persson, là, qui avait un rôle ici, même si c'est Chailloux, mais remodelé en une sorte d'auteur collectif, là, cet auteur qui parle trop, c'était... Tout ça venait s'accumuler et ça tombait tout seul. Et parallèlement à l'avancée que je faisais, il y avait toujours, j'ai toujours fait ça, des petites notes. C'est-à-dire, tu avances dans les notes, qu'est-ce que tu as à raconter, qu'est-ce que tu dois ajouter, qu'est-ce qu'il y a ici, et puis pourquoi tu fais ça. Et il s'agit de quoi là, que ce qui ne sera pas dans le livre, mais ça. Et puis les rêves, parce qu'il y avait énormément de rêves liés au fait même d'être dans l'écriture. Et très souvent, moi, c'est le plus simple finalement. Des fois, j'utilise plusieurs logiciels en parallèle, Ulysses pour les notes, et puis Word pour le truc, la Pages par contre, c'était à l'époque. Et bien, à la fin du même fichier, j'avais ces notes. Bien, dans le livre, finalement, j'ai laissé, donc à la fin, la 15e section du livre, page 149 jusqu'à 185, donc pas loin d'une petite quarantaine de pages, de laisser ces notes à la fin du livre, comme une espèce de montrer le making-of en même temps. Voilà, ça c'est l'incendie du Hilton, comment ça s'est écrit. J'oublie un truc, quand je suis rentré en France, j'avais plus de points sur mon permis de conduire. Quand tu vis en province, c'est pas facile. Je m'étais inscrit à un stage de rattrapage des points. Et je m'en retrouve à Dreux pour des questions de dispo, de date. Dreux, qui est une ville dure, là, dans la région, près de Chartres. C'est une ville ouvrière, c'est le nord de la Beauce. Enfin, c'est toujours une ville avec pauvreté, là, de ce que Paris repousse très loin. Et là, c'était 2 journées pleines. Il fallait écouter. Et je me suis retrouvé là, au milieu on était 20 personnes. Et tu as toutes les franges de la société. Et chacun a des bonnes raisons d'avoir été dépossédé de ses points de permis de conduire. Et j'étais tellement dans ce truc de l'écriture en direct que j'avais amené un gros bloc Rhodia. En plus, je me disais, mais comment je vais tenir pendant 2 jours, écouter ces conneries. Et je m'étais mis à noter tout. J'en avais fait un exercice. C'est-à-dire, j'avais mon gros bloc Rhodia et j'écrivais tout ce qui se disait. Au point que les 2 types là, qui faisaient le stage, mais qu'est-ce que vous écrivez ? Je dis, on est là pour écouter, j'écris ce que vous dites. Mais c'est quoi vos notes ? Eh bien, là, j'écris, qu'est-ce que vous écrivez ? Et j'écris, je réponds ce que vous dites. Alors, le gars, il m'a pris pour... Il se méfiait un peu parce qu'il n'y a pas un gars comme vous qui a écrit des livres, là, un gars qui a le même nom que vous, qui a écrit des livres. Je dis oui, je crois bien, j'en ai entendu parler. Bon, une fois qu'ils m'ont pris un peu pour un demeuré, moi laissé prendre, là, et au milieu du livre, ce récit-là, je l'avais pris sans préméditation, mais moi, en plus, ça me permettait de rester à peu près calme. J'ai appelé ça bridge, tu sais comme on fait dans la musique, le thème, les refrains, les couplets, puis au milieu, bridge, hop là, c'est une tradition dans le jazz, mais aussi dans le pop et le rock. Lucas, Jimmy, Anthony, Sophie, Marc, Omar, Marie, Lionel, Thibaut, Christian, Yannick, Gérard, Émeric. La semaine précédente, c'était Dreux, au bridge, un hôtel aussi, il n'y a pas de Hilton à Dreux, mais ouais, c'était dans un espèce de tout petit hôtel miteux là, qu'avait lieu ce stage. Voilà, c'est mon livre. Il y a 15 ans, exactement, et en le reprenant, j'en ai retrouvé un là. C'est ça aussi pour moi qui est important. C'est-à-dire, il y a ça qui a été premier dans ta vie, en plus dans une période, quelques mois, qui ont été une espèce de nœud d'intensité, de changement. Le départ pour l'Amérique, c'est savoir même si on s'y installait ou si on revenait, ce qui n'a pas été non plus une décision si évidente à prendre. Tous les possibles étaient ouverts. Et puis, le livre, bon, il sort, il paraît, il y a des articles, on t'en parle, puis après, c'est fini. Et en même temps, il est toujours dispo chez Albin Michel. C'est-à-dire, je ne peux pas leur dire, je vois bien les relevés qu'ils m'envoient tous les ans,
il s'en vend 5-6 par an. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Un livre qu'un éditeur laisse comme ça. Bon, cette semaine, là, ils vont avoir 5-6 commandes parce que vous êtes gentil, puis tiens, ça vaut peut-être le coup. Bon, j'ai gardé les droits numériques, donc les droits, donc le livre, moi je le diffuse là, au moins aux abonnés de mon site, version NUM. Mais c'est strictement ce que tu as fabriqué dans ta vie. Est-ce que ça a valeur pour le présent? Financièrement, non. Mais symboliquement, est-ce que tu as fabriqué de l'œuvre? Si l'œuvre, elle disparaît dans ses propres tunnels, comme ceux de la garde centrale de Montréal, tout simplement parce que cette surproduction permanente, entretenue, c'est aussi un thème, c'était ça, ces salons du livre, là, c'est quelque part de l'absurde. Ça joue contre les auteurs mêmes qui participent de tout ça. Et là, le numérique permet d'autres approches. Donc moi, je peux même pas dire à Albin Michel, j'aimerais bien reprendre les droits du livre là pour, comme j'ai fait là avec Limite. Maintenant, ça s'appelle le deuxième livre est toujours le plus difficile à écrire. Et je suis content, c'est moi qui les diffuse. Donc ça existe en tant qu'œuvre que j'assume comme étant mienne. Bah, là, non, j'en suis dépossédé encore pour un moment. Mais c'est pas une récrimination. Justement, se dire, si je remplace par ça, d'en parler maintenant, c'est quoi la différence? Bah, la différence, c'est que vous pouvez de toute façon aller lire plus, aller phrase qui vous vient dans la nuit, trouver des transparences noires. On ne sait pas encore si ça concerne la ville, les phrases, le temps même de ce qui vous est arrivé. Alors la note, on l'appelle ça carnet. On ne fait pas de littérature avec de l'exceptionnel, rien qu'avec de l'ordinaire. Mais justement, si c'est tout un pan invisible du plus ordinaire qui surgissait brusquement, là, 4 heures durant. Voilà ce genre de trucs dialogués qui après sont revenus dans ces conversations fictives là, au Tim Hortons. Bloc de nuit, prendre au pied de la lettre l'image d'un bloc de nuit séparé de la ville, s'en détachant, la survolant, bloc complet. Quand on s'approche, on voit tout. Les vitres transparentes, les galeries, les corps. Cet univers optique de la gare, de la tour avec l'hôtel, de la rue devenue comme un intérieur avec tous les camions de pompiers, et puis cette patinoire avec son toit transparent et puis tous les gratte-ciel autour. C'était un monde optique. Incendie en littérature, en peinture, les incendies de Jérôme Bosch. En littérature, ce titre ayant initié toute une série de livres partant à la quête d'une toile plutôt que l'événement qu'elle représente, le grand incendie de Londres, Jacques Roubaud, souvenir d'incendie dans Les Possédés, retraduit Les démons de Dostoïevski, grande scène d'incendie aussi dans Guerre et paix, pas des incendies d'invention. Dostoïevski, dans ses carnets, prend des notes sur un incendie réel. Tolstoï reconstitue la débâcle napoléonienne. Une des versions d'Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry a brûlé dans l'incendie de sa cabane à Dollar Point, tout au bout du continent où nous débarquions. L'image du manuscrit disparaissant dans les flammes est peut-être plus forte au moment d'écrire ce livre commencé que celle de l'incendie du Hilton lui-même. Ce type que j'avais croisé dans l'hôtel sans y prêter plus d'attention, sauf à le classer forcément parmi ceux qui étaient là dans le salon du livre. Lui devait me situer un peu mieux, puisqu'à la patinoire, il m'a salué, que j'ai retrouvé ensuite à la gare. C'est même lui qui m'a indiqué où il était, le Tim Hortons encore ouvert, en traversant le parking là-bas au coin, puisque je voyais bien des gens passer avec des pochons de plastique ou des gobelets, mais que j'avais été incapable de le trouver. Ce type était très excité, marchait vite, parlait à tout le monde. Il ne semblait pas souffrir du sommeil interdit. Si ce texte est publié, peut-être qu'il se reconnaîtra et me fera signe. On s'était croisés le surlendemain, on avait plaisanté 1 minute de l'évacuation, mais on n'avait pas approfondi la conversation. Salon, encore, juste à côté de moi, cet auteur qui n'arrêtait pas de signer, vendre, un homme qui ne souriait jamais. Pour moi, évidemment, et je me rappelle lui son nom, pour moi c'était plus simple, jamais vu qu'on fasse la queue pour une signature de mes livres à moi, mais beaucoup de visites quand même, ce qui m'a un peu réconcilié avec l'exercice, parce que longtemps que maintenant je ne le fais plus. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, j'ai fait quoi? Je voulais en parler puisque ça fait juste 15 ans. Moi, maintenant, ici, dans ma chaîne vidéo testamentaire, j'avance dans le présent en parlant de ce que j'ai fait il y a bien longtemps,
Bah, c'est le principe des mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, et ça tombe bien, je suis en train de les relire. Fascinant d'ailleurs. Voyage en Amérique, évidemment, tout est fiction. Mais toutes ces petites notes sur les paysages, les implantations, ces ébauches de villes. Alors voilà ce que j'ai fait. J'ai regardé sur Amazon, François Bon, l'incendie du Hilton, au point que j'ai tellement cherché que maintenant, là, tous les jours, il m'envoie un message. Nous vous recommandons tous les livres avec incendie dans le titre. J'en ai trouvé 3. Moins de 5 balles chacun. Vous inquiétez pas, ça va pas me mettre en péril. Mais je me suis dit... Alors j'ai déjà fait ça, vous savez, dans mes vidéos. Tu vas chercher là tout ce qu'il y a d'occasion, et puis tu le rassembles ici, parce que comme ça te fait des livres à donner, et puis au moins ça traîne pas là dans... c'est pas considéré, quoi, ces livres qui traînent ailleurs. Je viens de les recevoir, là. Commandé ça il y a une dizaine de jours, et c'est arrivé là dans les 2 jours, les 3 jours, et je voulais attendre l'anniversaire du Salon du Livre de Montréal pour en parler. Alors, celui-ci. Hop là. Ouais, c'en est un. François Bon, l'incendie du Hilton, avec un gros code barre. Ah ouais, celui-là, je l'avais trouvé chez Momox. Momox, ouais, je me souviens, donc ça va être dans les 4 €. Est-ce qu'il a des marques ou quoi que ce soit? Non, il n'a pas de cachet de bibliothèque et tout ça. C'est le mystère de ces livres qui n'ont jamais été lus, repris probablement, puisque Albin, c'est évidemment tout ça, c'est algorithmique aussi, c'est-à-dire, tu as un stock de 200, tu pilonnes, et puis tu en gardes de toute façon 20 ou 40 en fonction de ce qu'il te faut, et puis, voilà. Exemplaire numéro 1. Exemplaire numéro 2. Celui-ci m'est arrivé en lettres suivies. Allons voir. L'exercice du déballage de livres. Ah. Très bien. On ne veut pas de mal. Ah ben pareil, François Bon, l'incendie du Hilton, 15 € TTC, qui a à Book Hémisphère. Ceux-là, ils m'ont mis un marque-page. Book Hémisphère. Est-ce qu'il y a des marques là encore? Non, pareil. Ben ça veut dire... je me souviens, quand j'étais prof à l'école de Cergy, ce qui était 5 ans après ça, c'est encore toute une autre part de vie, on avait une étudiante qui venait de Géorgie. Et j'ai du mal à pister à ce qu'elle devient maintenant, mais je pense souvent à elle. D'abord, c'était pas une situation simple parce qu'elle était... Enfin bon, histoire de papier, on n'en parle pas, ça regarde personne. Mais elle était hébergée chez sa tante vivait dans le banlieue sud, et la seule ressource qu'avait cette dame, et donc qui accueillait là sa nièce, c'est que juste à côté de chez eux, il y avait une des usines de pilons. Et dans ces trucs de pilons, à l'arrière, tu passais par les grillages, tu venais dans les bennes, tu prenais ce qui t'intéressait, elle avait tout le truc, ça se vend. Et puis, le dimanche, elles allaient faire les brocantes, des trucs comme ça, elles avaient leur table de livres. Par exemple, une fois, on avait parlé d'Annie Ernaux, et elle me dit « Ah, Annie Ernaux, j'en ai vu !» C'était quoi? C'était au Seuil, vous savez, elle avait fait ce petit livre là sur le supermarché Auchan. Et moi, je me suis dit « Tiens, mais dis donc, nous, en atelier, on était 20-25 dans l'amphi. Je te les achète, je t'en achète 30. » Elle me dit « Oh bah non, je vous les donne, j'en chercherai, j'en ai autant que j'en veux. » J'avais tenu à la rémunérer pour cet achat illégal, et on avait fait une fabuleuse séance d'atelier. Simplement, on avait fait des cut-ups, c'est-à-dire faire émerger ce qu'étaient eux, leur relation là, à ce supermarché là, dans la ville, à travers les mots et les narrations d'Annie Ernaux. Bon voilà, ça c'était elle. Donc je pense que tout ce qui circule comme ça, des pilons détournés, parce que normalement ça n'a pas le droit de revenir, sauf que Momox, Recycle Livre sont considérés comme entreprises sociales, et donc eux, ils ont le droit d'acheter. En voilà un troisième. Ah, celui-ci, je me doutais qu'au moins sur les 3, il y en aurait un. Là, il y a un petit code barre, et là, il y a marqué 4, je sais pas quoi, adu. Adu, ça veut dire adulte.
Et là, alors, 4 encore, R, bon. Alors, attention, messieurs, dames, les bibliothécaires, quand vous écrivez R, bon, ça c'est René Bon, c'est mon père, c'est pas moi. Et c'est Ville de Lyon, bibliothèque. Et vous voyez, sur le cachet Ville de Lyon, bibliothèque, à Lyon, c'est ça, j'en ai plein des bouquins comme ça. Il y a quelqu'un qui est payé dans l'arrière-salle de la bibliothèque pour prendre un cachet. C'est un gros cachet qui marque « Annule » pour dire « annuler ». Il prend son cachet, il vise bien « Ville de Lyon, bibliothèque, annulé ». Donc voici le livre annulé par la bibliothèque de Lyon. Et regardez, la fiche, quand même, ce livre doit être rendu au plus tard le 29-2010, 28 janvier au 8 janvier 2011. Ah non, c'est bizarre, là, ils se sont trompés, tu vois, parce que le livre aurait été emprunté le 28 janvier et rendu le 08. Là, ils se sont trompés dans les tampons. Par contre, après, tu vois, emprunté le 4 février, rendu le 15 février. Emprunté le 20 février, rendu le 2 mars. Mais là, ils ont tapé le tampon à l'envers. Le 6 mars 2010, 17 mars 2010, là, ils ont mis les deux tampons sur... Oh, la bibliothèque de la ville de Lyon, c'est un désordre. Merci de ne pas réparer les livres vous-même. C'est-à-dire, si tu as quelque chose qui se déglingue là, dans la prise électrique, dans les fusibles, dans la robinetterie du livre, ou si y a une erreur de coquille ou un mot qui manque, eh bien, on te demande de ne pas le réparer toi-même à la ville de Lyon. 23 juin 2010, 30 juillet 2010, 21 août 2010, 3 novembre 2010. Bah, dis donc, celui-ci, il exagère, parce qu'il l'avait gardé tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre, plus 10 jours. Il ne faut quand même pas un livre qui se lit en 4 heures. Eh ben, là, moi, c'est bon. Tu vois, au lieu de m'en rester un, qui était le mien, c'est tout, parce que je fais pas trop d'archives en ce moment. Là, je suis plutôt en ce moment à débarrasser, pas regarder trop de presse, salle léger. Bon, là, maintenant, j'en ai récupéré 2. Ils sont du pilon, ils sont propres. Bah, je vais les garder pour mes affaires. Par contre... Eh ben, je suis ici, estampillé Ville de Lyon, et lu uniquement par 2, 4, 6, 8, 10 personnes en 2 ans, et puis ensuite personne n'a jamais plus demandé après 2011, le 5 novembre 2011. Donc ils l'ont mis là, au désherbage. Mettez-moi un petit commentaire là, sous la vidéo. Moi, je prendrai le commentaire arbitrairement qui m'aura fait le plus chaud au cœur. Et à ce moment-là, je vous envoie un petit message privé. Où vous me mettez, et puis, je vous l'envoie par la poste. Ça vous va? Et moi, je serai content. Bon anniversaire, l'incendie du Hilton. Et il y a un livre à gagner... un bon livre. Ça fait du bien de venir se réchauffer à ce que tu as fait de bien dans ta vie. Que t'en aies la gloriole? Non. Mais que les questions que tu as pu travailler intensément, c'est-à-dire quand je relis moi n'importe quel endroit de ce bouquin, voilà, il y avait même un petit cachet de Lyon, parce que tu comprends, il y en a qui trichent. Eh bien là, à la page 99, il y a le cachet de la bibliothèque de la ville de Lyon. Moi, ce que je revois, c'est Halifax, c'est Moncton, c'est ce long trajet. L'avion m'avait ramené à Montréal, justement. Quel souvenir! C'est-à-dire, là, c'était fin du mois de mars, et tout d'un coup, un peu plus de 4 mois d'écart, le bus qui t'amène là, de l'aéroport, c'est beau, parce qu'il y a plein d'autoroutes, d'échangeurs, et puis tu vois arriver la ville avec ce surgissement là, du downtown, tous ces grands immeubles, et puis la gare centrale qui est comme un port de mer, cette espèce d'énorme gare, et toute la tradition américaine qui est là. Et puis je me retrouve à parcourir les mêmes couloirs,
que cette nuit de l'incendie du Hilton. Et puis là, juste après, je m'étais pas arrêté à Montréal. J'ai pris un train pour Ottawa. Et dans le train pour Ottawa, je me vois écrire, continuer ce livre. Et ça, peut-être que c'est ça que tu cherches quand tu réouvres un vieux livre. Qu'est-ce que ça réouvre de ce que tu as mémorisé sans le savoir et ce qui se mémorisait parce que tu étais en train d'écrire. Maintenant, je vous mets le lien là juste, la petite vidéo de Jean-Paul Hirsch avec Atik Raimi sur l'incendie du Hilton. Son, lumière, vidéo, exactement ce qu'il y a dans ce bouquin, mais avec un prix Goncourt qui joue dedans. Mettez-moi plein de petits commentaires que je puisse vraiment choisir au feeling. À vite.